Bienvenue à toutes et à tous. Avec mes collègues élus de l'Ordre des architectes, nous vous accueillons avec un grand plaisir à cet événement. Architectes et ABF œuvrons ensemble. Ce webinaire en direct s'inscrit dans une série de webinaires mensuels ouverts à toutes et à tous qui traitent les sujets d'actualité pour être au plus près des architectes dans leur agence. Nous vous retrouvons habituellement un mercredi en début de mois de 18h à 19h et exceptionnellement ce soir un mardi. Le prochain webinaire se tiendra le mercredi 12 juillet et sera l'occasion de vous présenter le programme PUCA Réa 4. C'est un programme lancé par le PUCA sur la réhabilitation innovante des logements sociaux. Nous vous en dirons plus début juillet. L'événement d'aujourd'hui valant comme formation complémentaire pour les architectes, un email vous arrivera demain et tiendra lieu d'attestation. Pendant le webinaire, vous pouvez poser des questions dans le module questions-réponses, le bouton Q et R en bas de votre écran. Nous ferons notre maximum pour apporter des réponses par écrit ou par oral en suivant. Un replay de ce webinaire sera en ligne comme à chaque fois à la fin de la semaine, à la fin de cette semaine, sur la page d'accueil du site de l'ordre architecte.org ou alors rapidement en tout cas dans les prochains jours. Merci à toute l'équipe qui œuvre à chaque webinaire avec professionnalisme. Ce soir, Julie Lamoureux, Nathalie Lajarte, Daniel Dumont et son équipe. Vous êtes nombreux avec nous ce soir, plus de 800 inscrits. Et ce soir, c'est Valérie Flicoteau, qui est en duplex sur votre écran, qui est vice-présidente de l'Ordre national et qui va vous présenter nos invités et le sujet de ce soir. Valérie, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Du coup, je pense que le titre est assez explicite. Architectes, ABF œuvront ensemble. On sait que les relations sont peut-être parfois pas aussi fluides qu'on l'aimerait. Par contre, les architectes, comme les architectes des bâtiments de France, poursuivent les mêmes objectifs. Tout le monde œuvre à la qualité architecturale et patrimoniale sur les territoires. Il est vrai que les questions climatiques aujourd'hui nous amènent à retravailler de façon plus resserrée ou en tout cas de revisiter un petit peu les attendus et les façons de travailler de chacun. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette séquence en invitant largement les ABF à venir échanger avec vous. Nous avons avec nous du coup Véronique André, qui est architecte des bâtiments de France à l'UDAP des Côtes-d'Armor et qui est secrétaire générale de l'ANABF. L'ANABF étant l'association qui regroupe beaucoup d'ABF, mais je pense que Véronique nous expliquera ça beaucoup mieux. Xavier Clark de Dromantin, qui est inspecteur des patrimoines et de l'architecture au ministère de la Culture. Et Lorenzo Diez, qui est vice-président de l'Association nationale des conseillers en architecture et qui est aussi conseiller pour l'architecture à la DRAC Grand Est. Nous sommes très heureux de les accueillir aujourd'hui, très heureux qu'ils aient tous fait le déplacement pour venir nous rejoindre à la Tour. Et je vais céder la parole à Véronique André, qui va nous parler de qui est l'ABF et quelles sont ses missions et plus généralement, comment mieux travailler avec lui. Véronique, c'est à toi. Merci, bonsoir à tous. Je tiens déjà à remercier le CNOA de nous avoir invités sur cette table ronde et cet échange qui est plutôt très positif. Et puis, je vais avoir la petite... Le petit challenge de vous présenter très rapidement, en moins de 10 minutes, en fait, le rôle des ABF, peut-être pour que vous compreniez et que vous saisissiez en fait l'ensemble des missions sur lesquelles nous sommes amenés à travailler et l'ensemble des sujets sur lesquels on se rencontre au quotidien dans les territoires. Donc, assez rapidement, la première question, c'est pourquoi y a-t-il des ABF ? Donc, on est un corps spécifique de fonctionnaires qui travaillent en France. C'est vraiment une spécificité française. Il faut savoir qu'il y a une conscience patrimoniale qui est apparue en France après la Révolution, quand la nation a eu en héritage des biens qui n'étaient plus du clergé ni de la monarchie. Et donc, s'est posé très rapidement la question du devenir de ces éléments patrimoniaux. Et une conscience patrimoniale a émergé tout au long du 19e siècle. On a souvent tendance à citer une phrase de Victor Hugo qui est assez révélatrice. Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. C'est donc dépasser son droit que de le détruire. Donc l'idée, c'est vraiment de considérer qu'on évolue tous collectivement dans un espace et dans un environnement qui nous appartient à tous. Et donc,
Suite à ça, la préservation du patrimoine est devenue d'un intérêt général et tout au long du 19e siècle, différentes pensées ont émergé sur cette question de la préservation des biens, avec une législation ensuite qui a découlé de toutes ces réflexions. Une législation s'appliquant tout d'abord sur les monuments historiques, puis sur la protection des paysages, enfin la protection et la question des abords des monuments historiques et de l'environnement et de l'écrin de ces différents édifices, et puis enfin les différents espaces et ensembles urbains avec les dernières lois du milieu du XXe siècle et les lois sur les secteurs sauvegardés. Donc, qui sont les ABF ? Nous sommes des architectes urbanistes de l'État. Nous avons une spécificité liée au patrimoine et nous choisissons des options. Nous sommes un corps d'encadrement supérieur à compétences techniques du ministère de la Culture. On est amené à travailler dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'aménagement, du patrimoine, du logement, du développement durable. Voilà, on a des missions plurielles que je vais vous décliner un petit peu plus tard. Nous sommes des fonctionnaires dans les territoires, on est dans les UDAP, c'est là où vous nous rencontrez, ce sont nos services qui sont des services rattachés au DRAC, les DRAC étant les services déconcentrés du ministère de la Culture en région. Un peu rapidement, juste quelques chiffres pour évoquer un peu notre travail. Donc nous sommes 180 ABF, on émet au titre du droit de l'urbanisme 525 000 avis par an. Sur ces 525 000 avis, on est sur à peu près 20% des autorisations d'urbanisme à l'échelle nationale. Et sur ces 525 000 avis, c'est aux alentours de 7% de dossiers qui font l'objet d'un refus de la part des différents ABF. Et après échange et discussion, on est plutôt sur l'ordre de 0,1% de projets qui ne sont pas réalisés. Voilà, ça permet, tous ces chiffres, peut-être un peu laborieux, mais qui permettent aussi de recontextualiser. Savoir aussi qu'on intervient sur un pourcentage du territoire national qui est très faible parce que les espaces protégés au titre du paysage ou du patrimoine recouvrent 6% du territoire national, ce qui n'est pas très gros non plus. Pour savoir un peu qui nous sommes, voilà, on est fonctionnaire, on a des missions régaliennes qui sont régies et légiférées par différents codes. Donc on apparaît dans 9 codes différents. Donc on nous connaît sur le patrimoine, l'environnement, l'urbanisme, mais on est aussi... on apparaît également dans le code de la voirie routière, par exemple, ou le code général des impôts, ce qui est peut-être un petit peu moins attendu, mais on est quand même présent. Donc là, c'est nos missions régaliennes sur lesquelles on est tenu de répondre de façon fonctionnelle. Et puis, nous sommes aussi ce qu'on appelle les personnes publiques associées. C'est là où vous allez pouvoir nous rencontrer dans différents types de commissions, départementales, nationales, régionales, les conseils d'administration des CAUE aussi, où on participe à l'élaboration des politiques avec les collectivités. On travaille sur le suivi des documents de planification d'urbanisme, des schémas régionaux de développement d'énergie renouvelable. Dans les jurys de concours, vous pouvez nous trouver aussi pour les labellisations Ville, Pays d'art et d'Histoire ou labellisation de la Fondation du patrimoine. Tout ça pour vous montrer, vous expliquer qu'en fait, on a une forte sollicitation sur différents sujets et différentes thématiques qui sont assez importantes sur nos services. Rapidement, les grandes missions qu'on effectue, on effectue des missions sur les monuments historiques. Donc là, on travaille conjointement avec les conservations régionales des monuments historiques, hein, nos confrères qui se trouvent en DRAC. Les ABF peuvent être conservateurs et responsables uniques de sécurité sur les édifices appartenant à l'État. Donc un peu rapidement, c'est globalement les cathédrales, ça peut être certains châteaux ou certains édifices un peu plus singuliers. Mais c'est une mission quand même qui est assez importante et qui pèse beaucoup dans la gestion des services par l'ensemble du travail que ça demande. On effectue un contrôle scientifique et technique sur les études et les travaux sur monuments historiques. On établit aussi des bilans sanitaires quinquennaux sur monuments historiques pour faire un peu l'état des lieux de nos différents édifices protégés. Et puis, nous accompagnons les propriétaires sur tout ce qui est procédure administrative, que ce soit des propriétaires publics ou privés sur la question du monument historique. Nous travaillons également dans les espaces protégés. Donc, c'est là où on est souvent le plus amené à rencontrer des personnes, des particuliers, des architectes, des élus. Sur les abords de monuments historiques, donc le fameux rayon de 500 mètres qui se développe autour des monuments historiques.
On travaille également à la mise en place de périmètres délimités des abords, c'est-à-dire des périmètres un peu plus intelligents, un peu moins statiques que ces fameux 500 mètres, donc des périmètres qui s'adaptent plus au contexte vraiment propre à l'édifice protégé. Nous travaillons également au sein des sites patrimoniaux remarquables, qui sont des documents régis par des règlements, les plans de sauvegarde et de mise en valeur ou les plans de valorisation de l'architecture ou du patrimoine qui sont des servitudes d'utilité publique, mais je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Et vous pouvez également nous rencontrer dans les sites classés, les sites inscrits au titre du paysage. Nos grandes missions, c'est préserver et mettre en valeur le cadre de vie, le cadre bâti dans lequel nous évoluons collectivement. C'est expertiser et pouvoir lire les patrimoines et leurs spécificités, qu'on soit sur des bâtis très anciens et vernaculaires ou sur des architectures plus contemporaines qui méritent également une attention. Et c'est pouvoir les faire découvrir aussi aux maîtres d'ouvrage qui, des fois, ignorent la richesse de leurs biens. On a également une mission de promotion et de valorisation de l'architecture contemporaine dans les espaces protégés, c'est-à-dire comment les architectures contemporaines vont pouvoir s'insérer dans les espaces protégés qui sont des espaces sensibles et aujourd'hui où on a un regard et une attente. Et c'est là où on se rencontre, je pense, le plus souvent, pour qu'à la fois l'architecture contemporaine puisse avoir ses propres spécificités, sa propre écriture, sans tomber dans le pastiche et le mimétisme sur une architecture ancienne. Et nous sommes là également pour accompagner les particuliers, les élus dans leurs différents projets. Donc le sujet de l'échange de ce soir va peut-être être aussi de savoir comment travailler avec les architectes des bâtiments de France. Donc l'architecte des bâtiments de France, il faut savoir qu'on n'est pas tout seul dans nos territoires complètement isolés au fond de notre bureau, mais que nous travaillons beaucoup en nous déplaçant dans les territoires avec tout un réseau de personnes, que ce soit des architectes au sein des CAUE, des architectes conseils de l'État dans les DDTM ou dans les DRAC. Ça peut être aussi nos confrères conseillers pour l'architecture dans les DRAC, mais on va travailler aussi avec d'autres fonctionnaires, avec les préfets, les élus. Voilà, et on est en mesure et en capacité, en fonction des spécificités propres à chacun des projets, d'apporter tout un réseau de personnes pour pouvoir faire émerger un projet et l'accompagner au mieux, de façon à ce que ce projet puisse éclore sur la base d'un échange collectif. La meilleure façon de travailler avec nous, ça va être souvent les consultations préalables. C'est souvent par ce biais-là qu'on commence à aborder l'échange avec les architectes et avec les particuliers ou les maîtres d'œuvre. La consultation préalable, face à forte sollicitation, ce que je disais, on a quand même énormément de missions et on a des services qui sont parfois en petit nombre, avec 5 ou 6 personnes dans certains départements. La consultation préalable, même si ce n'est pas satisfaisant de se rencontrer dès le départ, ça nous permet à nous de commencer à appréhender le projet, de pouvoir émettre certaines remarques par rapport à les premières orientations qui sont faites et après d'échanger avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre sur les projets. Nous effectuons aussi beaucoup de permanences dans les villes à fort enjeux patrimoniaux où c'est possible de nous rencontrer assez facilement. Et l'objectif étant toujours le dialogue et l'échange pour pouvoir construire avec vous et avec vos maîtres d'ouvrage les différents projets au sein des territoires. Et je vais m'arrêter là et passer la parole. Merci beaucoup, Véronique. Xavier, si vous pouvez prendre la suite. Et puis évidemment, nous avons déjà des questions. Donc vous aurez plein de questions après vos 3 présentations. Bien, donc je vais relayer cette première présentation en essayant d'apporter des premiers éléments de réponse à la question qui nous est posée de comment reconstruire un dialogue au service de l'intérêt public, en apportant une réponse sous l'angle des communs, des points communs qui unissent architectes et architectes des bâtiments de France. Et c'est une réponse qui vient un peu en contrepoint à des échanges parfois insuffisants et rarement sous forme de friction aussi. Ça a été dit en préambule, sont des choses qui peuvent arriver, mais c'est souvent de l'incompréhension. Et également une réponse en référence à la nécessité d'échanger pour répondre efficacement à l'évolution des enjeux sociétaux. Ça a été dit en préambule. Donc, le premier point commun. Voilà. Premier point commun, c'est une formation commune. En fait, c'est l'idée que l'architecte des bâtiments de France
et l'architecte partagent le même diplôme. Ils sont tous les deux diplômés d'architecture, donc ils ont en commun une culture, des référentiels et des modes de pensée communs. C'est-à-dire qu'ils partagent tous les deux une capacité de conceptualisation et d'analyse et de synthèse d'une situation pour apporter des réponses sur mesure. Et en pratique, on s'aperçoit que cette affinité, cette connivence en fait de formation commune se ressent particulièrement au sein des instances collégiales de conseil ou de jugement de projets qui sont organisés par les collectivités ou les institutions, comme les CAUE, les architectes conseils de collectivités, les architectes conseils de l'État, dans le cadre de jurys de concours, d'ateliers ou de commissions d'examen de projets. Donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand on est architecte des bâtiments de France, on occupe une fonction, c'est-à-dire c'est un positionnement qui correspond au poste qu'on occupe temporairement, et que donc un architecte urbaniste de l'État peut occuper au cours de sa carrière d'autres fonctions, et donc à ce moment-là, il n'est plus architecte des bâtiments de France, ce qui est au passage est aussi une illustration de la diversité des parcours professionnels pour les personnes diplômées en architecture. Deuxième axe qui réunit fortement architectes des bâtiments de France et architectes, c'est évidemment une loi commune. La loi, on a en France la chance d'avoir une loi sur l'architecture qui déclare d'intérêt public tout un tas de choses, c'est-à-dire la création architecturale, la qualité des constructions, l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains et le respect du patrimoine. Donc cette définition très transversale de l'architecture est fondamentale pour organiser l'échange autour du principe de l'intérêt général, c'est-à-dire de l'idée que l'architecture concerne le cadre de vie de tout un chacun, qu'il soit professionnel, élu ou simple habitant et usager. Et donc cette définition incite finalement à ne pas dissocier l'architecture contemporaine de l'architecture ancienne ou de l'architecture existante tout simplement, à ne pas non plus dissocier l'architecture de l'urbanisme et des questions d'aménagement du territoire. Donc ça définit un cadre commun de réflexion et d'intervention que Philippe Prost a récemment dénommé sous le concept d'architecture une et indivisible dans le cadre d'un texte qu'il a écrit, d'un manifeste qu'il a écrit en réaction à la fragmentation, à une certaine tendance à la fragmentation des compétences et des missions des périmètres d'exercice des architectes. Et donc cette définition confirme que l'architecture a plus que jamais besoin de cette cohérence finalement pour exister en tant que discipline d'intérêt public et qu'elle ne devienne pas un simple produit financier ou un bien de consommation. Troisième axe de commun, c'est un article qui est tiré du Code du patrimoine qui est l'article qui va définir en fait la mission de l'architecte des bâtiments de France. Et on voit que c'est un article qui vient en écho au premier article de la loi sur l'architecture, puisqu'il dit que l'architecte des bâtiments de France s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. Donc les architectes des bâtiments de France ont pour mission d'appliquer la loi sur l'architecture en s'assurant de la prise en compte de la dimension culturelle du patrimoine et de l'architecture dans les politiques publiques d'aménagement du territoire. Et l'architecte des bâtiments de France va plus particulièrement évaluer, en concertation donc avec les architectes quand ce sont des projets portés par des architectes, la capacité d'un projet à faire sens dans un environnement donné en tant qu'expression d'une culture, d'une fonction et d'un usage. Donc c'est vraiment sur cette notion notamment d'insertion harmonieuse des constructions que le fondement de l'échange entre l'architecte des bâtiments de France et l'architecte va se centrer, de manière à trouver le bon équilibre entre le projet et son environnement, ce que François Chouet appelle la compétence d'édifier,
c'est-à-dire la capacité d'un projet à créer des espaces qui vont faire sens pour la personne qui le conçoit, évidemment, mais aussi pour la personne qui le commande, le commanditaire, et pour l'habitant. Donc c'est vraiment cette recherche de sens commun rattaché à un lieu qui est le fondement du dialogue qui va se construire entre l'architecte des Bâtiments de France et l'architecte. Dernier axe de points communs, ce sont des défis communs, hein, ça a été dit en préambule. C'est-à-dire que plus que jamais, l'intérêt public de l'architecture et de l'urbanisme est interpellé par les enjeux associés aux grandes crises que traverse notre époque, hein, crise climatique, crise énergétique, crise du logement et crise sociétale. Et que, en fait, l'environnement professionnel des architectes et des architectes des Bâtiments de France est réinterrogé, voire bousculé en profondeur par ces nouveaux défis. Et donc ce constat impose vraiment de prendre le temps de restaurer la concertation entre les praticiens, les experts et les usagers pour apporter des réponses concrètes à la crise climatique, en œuvrant notamment pour révéler le potentiel écologique du déjà là, en termes de densité, de cycle de vie, de bilan carbone, d'économie circulaire, enfin tout un tas de concepts qui vont vraiment s'appliquer aujourd'hui à une forme de réinterprétation du bâti existant. Ça va être aussi la nécessité d'apporter des réponses concrètes à la crise énergétique, en œuvrant ensemble à la réconciliation de la rénovation énergétique et du patrimoine, en prenant en compte les spécificités architecturales de l'existant, que ce soit des spécificités structurelles, techniques, fonctionnelles, symboliques ou culturelles. Il s'agit également d'apporter des réponses concrètes à la crise du logement, en œuvrant pour inventer de nouvelles formes d'habiter, l'existant, en révélant la diversité des usages et la capacité, très grande capacité de régénération du bâti existant. Et puis enfin, apporter des réponses concrètes à la crise sociétale, avec l'idée que l'architecture est aussi un support pour réconcilier, une forme de réconciliation avec le grand public, et qu'on peut travailler ensemble à renforcer cette capacité de l'architecture à créer du lien social, en organisant les conditions d'une meilleure appropriation du patrimoine et de l'architecture pour tous, et d'une appropriation partagée de la qualité architecturale à travers la co-construction et la participation citoyenne qui s'applique de plus en plus aux projets d'architecture et aux projets d'aménagement. Voilà, donc en conclusion, 2 mots pour insister vraiment sur le rôle central du déjà là, du bâti existant, pour contribuer à ces défis communs. Et l'idée qu'on assiste aujourd'hui à une vraie inversion du rapport entre les travaux neufs et les travaux de réhabilitation, qui représentent aujourd'hui 54% du volume global de l'activité du secteur du bâtiment. C'est-à-dire qu'en 20 ans, il y a eu une vraie inversion des chiffres entre la réhabilitation et le neuf. Et que selon l'Observatoire de l'économie de l'architecture, 94% des entreprises d'architecture réalisent des projets de rénovation et de restructuration. Hein, donc c'est un sujet qui va toucher tout l'ensemble de la profession. Et que cette évolution de l'architecture impose finalement de considérer la réhabilitation comme un véritable acte de création, d'une part, et également d'appréhender le bâti existant comme un bien commun, une ressource rare qui doit être mobilisée pour apporter des réponses aux défis sociétaux. Voilà ce que je souhaitais évoquer en préambule à nos échanges, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Xavier. Et Lorenzo, c'est à vous. Merci. À toi. Peut-être pour terminer un peu cette séquence d'apports, je ne sais pas si c'est des apports théoriques ou en tout cas on nous autorise à donner d'abord nos points de vue, c'est comme ça l'intérêt, on verra les questions qui suivent. Je voudrais conclure, enfin en tout cas alimenter ces 2 premiers propos de mes collègues architectes urbanistes d'État, peut-être comme on dit habituellement en architecture, en dézoomant un peu, et notamment en essayant de replacer la question de l'architecture et de ses acteurs au travers de ces 2 personnalités qu'on a vues, qui sont les architectes et l'architecte des Bâtiments de France.
moi, pour parler un peu de moi, il n'était pas prévu que je me repenche sur cette question des architectes des bâtiments de France. Tout le monde le sait, je l'ai été pendant un moment et j'ai beaucoup apprécié ce travail. J'ai fait un passage par une école d'architecture en tant que directeur. Et aujourd'hui, mon travail de conseiller pour l'architecture au sein de la DRAC Grand Est est finalement, contre toute attente, un travail qui me remet au cœur de cette dialectique. Puisque pour dire un petit peu les missions que j'ai, d'une part, je travaille avec les architectes des bâtiments de France de la région Grand Est, donc plus d'une dizaine, 10 départements. Je mène un certain nombre d'actions avec eux et on pourra peut-être en parler. Et puis d'un autre côté, j'ai aussi une autre mission qui s'adresse complètement aux architectes, je dirais, inscrits dans l'économie du réel, puisque, bon, d'une part, je suis, je suis au conseil régional de l'Ordre des architectes, mais surtout, j'ai une mission un peu originale qui s'appelle le suivi de l'économie, du développement des modèles économiques des agences d'architecture. Ce qui fait que je suis au quotidien avec eux et j'entends quotidiennement voilà, leur victoire, mais aussi leur déboire. Et je suis aussi au contact quotidiennement avec les architectes des bâtiments de France et j'entends aussi parler quotidiennement de leur victoire et de leur déboire. En fait, ce que je voulais peut-être apporter pour placer ces éléments de débat, c'est essayer d'inscrire la pratique de l'architecture au sens large dans une dialectique qui s'inscrit dans une pratique de création et dans une pratique de contrôle. J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de parler de ça. C'est intéressant de faire un tout petit recul historique. Depuis la création de l'Académie, qui est quand même en France, 1671, Colbert, l'Académie d'architecture, qui est quelque part la naissance institutionnelle, on pourrait dire, de l'architecture, la pratique de l'architecture est inscrite dans une dialectique entre la création et le contrôle de la création. Dès le début, Jean-Pierre Éperon le dit, l'Académie d'architecture ne se possède pas, il a cette formule, elle ne se possède pas puisqu'elle est aussi, on lui demande aussi d'administrer les bâtiments du roi et on lui demande aussi de juger et de donner des avis sur les bâtiments du roi. Donc on voit en fait que cette question de pouvoir produire l'architecture ne se fait pas ex nihilo que par des actes de création, elle se fait aussi par un système de contrôle. Ce système de contrôle, il est endogène et exogène. Le contrôle exogène de l'architecture, c'est la norme. Vous la connaissez tous, cette norme handicap, cette norme construction, cette norme énergétique, voilà. Et il y a aussi tout un arsenal de contrôles qu'on pourrait appeler endogènes et qui finalement sont des contrôles qui quelque part protègent l'architecture et la protègent de sa capacité, sa possibilité à exister dans l'économie et dans le paysage socio-économique, vous le savez tous, d'un monde du bâtiment dans lequel chacun cherche à avoir sa part du marché. Et donc, en fait, cette question d'une architecture qui s'édifie, qui se pratique par l'exercice du contrôle et l'exercice de la création, pour moi, elle repose sur une tradition dont on est assez habitué, que j'appelle la tradition du jugement en architecture. Alors quand je dis jugement, je n'utilise pas le terme de jugement comme juger du bien ou du mal, mais j'utilise la troisième définition du petit Robert qui dit « faculté de l'esprit permettant de bien juger des choses qui ne font pas l'objet d'une connaissance immédiate certaine ni d'une démonstration rigoureuse ». Et on voit que cette question du jugement en architecture, elle est totalement inscrite dans notre pratique de l'architecture. Elle est inscrite dans notre pratique interne, c'est-à-dire que nous-mêmes, quand on fait l'exercice du projet, on est régulièrement en situation de se juger et de juger les actes qu'on prend quotidiennement, on le connaît tous, et on est aussi, quand on présente son projet, quand on le présente à des clients, quand on le présente à un architecte des bâtiments de France, quand on le présente à une autorité, on est aussi dans une situation où on se met en situation d'être jugé. Et je dirais même, ce goût du jugement, il va même plus loin, puisqu'on pourrait dire que le protocole plus ancien des salons, des expositions d'architecture, mais aussi cette bataille que tous les confrères et consoeurs ont pour essayer d'être publiés dans des revues, c'est aussi quelque part une forme de jugement, c'est-à-dire mettre en avant ce que je fais et demander l'opinion.
Donc en fait, cette question du jugement de l'architecture, en architecture, pour moi, elle procède totalement de ce qui permet de faire l'architecture, parce qu'en fait, l'architecture, vous le savez tous, ne répond pas à une théorie explicite, mais elle répond à une théorie qui émerge justement dans ce dialogue et qui, en fait, s'adapte systématiquement aux circonstances de la société. Aujourd'hui, ce jugement se pratique, cette dialectique entre la création et le contrôle permet d'aborder la question qui a été abordée par Xavier Clark de Dormontin tout à l'heure, par exemple de l'écologie, par exemple de l'intérêt public de l'habitat et tout. Donc en fait, cette question dans laquelle on est, dans ce dialogue architecte-ABF, on est convoqué, c'est en fait, au-delà du fait d'être contrôlé ou au-delà du fait de créer, c'est de faire exister l'architecture, de faire exister une forme d'éternité de l'architecture, parce qu'au travers de ces exercices de jugement, elle répond systématiquement et comme une forme d'éternelle jeunesse aux problématiques d'aujourd'hui. Donc je pense aujourd'hui que, et c'est pour conclure mon propos, s'il fallait œuvrer ensemble, il faut véritablement ne pas avoir peur de placer ce dialogue dans un dialogue, consubstantiel de l'architecture qui fait qu'elle ne peut s'énoncer que par une pratique de création et une pratique de contrôle. Et dans ce système-là, on a bien reconnu que celui qui était dans le domaine de la création, c'est l'architecte par le système du projet, et celui qui est dans le système du contrôle, c'est plutôt l'architecte des bâtiments de France. Sauf qu'on a vu qu'ils partagent la même formation, qu'ils partagent le même socle culturel, et que donc ils ont tout pour arriver à instruire ce dialogue dans le cadre de l'intérêt public qui a été rappelé par Xavier. Juste pour finir, peut-être évoquer deux, trois petites informations sur l'association que j'ai la chance non pas de présider, mais j'en suis le vice-président. C'est l'Association nationale des conseillers pour l'architecture. Il est utile peut-être que nos auditeurs aient en tête que il y a aussi des architectes conseillers pour l'architecture, des conseillers pour l'architecture dans les DRAC, que ce sont aussi ça peut être aussi dans leurs interlocuteurs. Ils sont la plupart du temps en dialogue aussi bien avec les ABF qu'avec les architectes libéraux. Et un des objectifs de cette association nationale, qui est une petite association, puisque vous avez compris qu'il y a un conseiller pour l'architecture dans chaque DRAC, donc à tout casser, il y en a une vingtaine. En tout cas, elle s'assure d'être attentive à bien faire œuvrer ensemble les architectes pour maintenir l'existence d'une discipline et maintenir aussi l'insertion de cette discipline dans la société et dans l'économie de cette société. Merci beaucoup Lorenzo, merci à tous les trois. Nous avons beaucoup de questions, déjà une trentaine, qui sont, pour vous donner la tendance, très concrètes. C'est-à-dire, ils nous ramènent évidemment à des questions du quotidien, du fonctionnement dans un projet, etc. Ce que je vous propose, c'est de commencer par les questions qui ne sont pas toujours des questions, mais plutôt des plaintes, histoire de les évoquer quand même et histoire de voir si on peut y apporter des réponses, et d'aller petit à petit vers les questions qui sont plutôt des suggestions peut-être utiles. Il y en a certaines qui, personnellement, je trouve qui pourraient être des bonnes idées. Alors peut-être que vous me direz non et pourquoi. Mais je commence par les mauvaises nouvelles. Il serait difficile d'obtenir des rendez-vous avec les ABF dans un certain nombre de villes. Bon, je ne vais pas vous les citer toutes là, mais ça a l'air d'être assez régulier, en tout cas dans certaines villes. Après, on entend souvent les gens qui ont du mal à les obtenir, mais n'empêche que c'est quelque chose qui remonte assez souvent. Quelqu'un qui nous fait remarquer un peu sur le même thème que, alors si la personne ne se trompe pas et moi non plus, 525 000 dossiers par an pour peut-être une centaine d'ABF, ça fait énormément de dossiers par ABF, ce qui peut peut-être expliquer que justement c'est pas si simple. Si je me trompe pas, ça fait de l'ordre de 5 000 dossiers par an et effectivement on a du mal à comprendre comment c'est faisable. Je suis persuadé qu'il y aura un mot à dire là-dessus. Et quelqu'un qui dit j'ai l'impression que 5 à 10% des dossiers seraient instruits. Est-ce que voilà, corrigeons tout ça, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un décalage entre cette instruction nécessaire, cette volonté de devoir échanger avant les projets ou en cours de projet, les moyens possibles en face?
Oui, Véronique, pardon. Je vais peut-être prendre la parole du coup pour apporter une réponse. Sur les différents sujets, sur la question des rendez-vous, je parlais de la consultation préalable. Effectivement, la consultation préalable pour nous, c'est pas satisfaisant dans le sens où on n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble des sollicitations et des rendez-vous qui nous sont faits. On est obligé face à la grande quantité de dossiers qu'on a à traiter, parce que là, les 525 000 avis, c'est les autorisations de travaux, permis de construire, déclaration préalable, permis d'aménager, mais il y a aussi toutes les autres commissions, les sollicitations que j'évoquais rapidement également. Donc oui, on a une forte pression sur nos services. On est des petits services, je ne vais pas forcément expliquer ça, mais on n'est effectivement pas en mesure, et c'est très très largement insatisfaisant, même pour nous les ABF, d'apporter une réponse immédiate à l'ensemble des sollicitations et notamment des demandes de rendez-vous qui nous sont faites. L'Association nationale des architectes des bâtiments de France vient de faire justement un sondage auprès de l'ensemble des ABF pour savoir comment réorganiser peut-être ou réimaginer nos métiers. Et il apparaît très fortement que cette notion de conseil en amont et ce besoin de rencontrer les gens pour parler, échanger des projets est un besoin dont nous aussi on a besoin pour pouvoir échanger et dialoguer, que ce soit avec les architectes, mais c'est aussi avec les maîtres d'œuvre, c'est aussi avec les maîtres d'ouvrage, que ce soit des maîtres d'ouvrage élus ou des particuliers. Et on est, nous aussi, insatisfaits par cette possibilité, clairement, de répondre à l'ensemble des échanges. Parce que, bien évidemment, l'architecture, ça ne se construit pas uniquement par des mails et par de la dématérialisation. C'est aussi quelque chose d'assez frustrant, même pour nous. Et dans cette culture commune qu'on a, on a aussi souvent quand même une culture d'agence, c'est-à-dire qu'on ne devient pas architecte des bâtiments de France pile après son diplôme. Et donc, on connaît les difficultés que les architectes rencontrent avec leur maîtrise d'ouvrage ou avec différentes problématiques liées à l'ensemble des normes, les fameuses normes, à l'ensemble de la construction d'un projet. Donc voilà, nous on n'est pas en capacité de répondre de façon immédiate, on n'est pas en capacité de répondre sur des rendez-vous systématiques, donc la consultation préalable, ça reste un moyen de communication. Si l'architecte des bâtiments de France accepte ces rencontres préalables, j'imagine. Alors la consultation préalable, c'est... Voilà, après... La consultation préalable, des fois, moi, on a des consultations préalables, il n'y a pas de souci. Donc, on n'a pas forcément besoin de se rencontrer non plus, en fait. Il faut le dire. Je veux dire, effectivement, le sujet, ça va être peut-être la rencontre et là où les échanges sont complexes, mais il y a aussi beaucoup de dossiers où il n'y a pas forcément de sujet. Enfin, et puis peut-être des secteurs où il y a moins de demandes et où il y a donc bien sûr. C'est effectivement un point, je pense, très important, c'est-à-dire qu'il y a une forme de personnalisation un peu de la vie de l'architecte des bâtiments de France. Or, on l'a dit, en fait, ce sont des équipes quand même. Donc, l'architecte des bâtiments de France n'est pas tout seul à instruire ces 500 000 dossiers. Il travaille en équipe. Je pense que sur cette question de la sollicitation et du rendez-vous, il y a malgré tout aussi une part peut-être de discernement de chacun à avoir qu'un rendez-vous n'est pas nécessaire pour tout type de projet, qu'il y a tout un tas de documents, que ce soit des règlements ou des PLU ou toute une littérature, de plus en plus aussi sur les sites internet des DRAC, qui permettent de d'énoncer les attendus et les prévisibilités, et que pour tout un tas de projets qui n'ont pas forcément des enjeux ou une complexité folle, les éléments de réponse sont dans ces documents-là. Donc je pense que pour compenser un peu cette frustration-là, on ne peut que encourager peut-être à essayer de consulter un peu, de voir quel est l'environnement dans lequel on met les pieds. Est-ce qu'il y a des préalables qui sont des prérequis qui sont donnés, et quelquefois on peut se contenter de cette réponse-là sans avoir besoin de rencontrer à tout prix la personne, l'ABF qui est... Alors merci Xavier, très intéressant, parce que justement on nous fait plusieurs propositions, mais qui sont peut-être pour certaines partiellement déjà existantes, si je comprends bien. Plusieurs architectes nous demandent s'il y a moyen d'intégrer dans les PLU ou dans des documents équivalents les préconisations des ABF pour avoir dès le démarrage d'un projet des textes, ou des dessins, ou des préconisations en amont, puisque à l'inverse, d'autres disent comme je n'arrive pas à communiquer avec l'ABF, la seule solution que j'ai trouvée, en fait, je dépose très vite un permis de construire, j'ai un refus, et là, le dialogue peut commencer, et du coup, je recommence à l'esquisse, et là, je suis en dialogue, etc. Mais ce qui, évidemment, est un peu dommage, tout le monde perd du temps, c'est pas... Mais ils en arrivent là parce qu'ils n'ont pas les préconisations au départ. Et du coup, ces documents qui sont sur les sites des DRAC, on les trouve facilement, directement sur le site. Je pense qu'on ne communique pas assez dessus auprès des architectes.
peut-être. Nous ordre, sur les sites des DRAC, vous allez trouver différentes... c'est peut-être moins à destination des architectes, c'est plus des fiches conseils, je dirais. Après, il faut surtout regarder dans quel espace on se situe. C'est-à-dire que nous, on va aussi émettre nos avis en fonction de la protection. Quand on est dans un site patrimonial remarquable, il y a des règlements, des plans de sauvegarde et de mise en valeur ou des plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Donc là, il y a un règlement qui est une servitude qui s'impose, ou carrément un document d'urbanisme qui s'impose au PLU. Après, quand on est dans un ensemble protégé au titre du paysage, ou quand on est dans un abord de monument historique, les échanges et le regard de l'ABF n'est pas le même en fonction de la nature du projet, et on n'est pas amené à répondre de la même façon pour un projet équivalent s'il se situe dans un grand paysage avec une caractéristique naturelle très forte, ou si on est à contrario dans un centre urbain très dense. Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc déjà, de bien cerner l'espace protégé dans lequel on se trouve, ça permet aussi d'avoir des orientations sur la question du PLU, ce serait hyper intéressant. Après, les PLU, c'est des documents qui sont travaillés avec les collectivités, sur lesquels on les accompagne, on essaye de réfléchir avec eux sur la planification, la territorialisation de l'architecture et de l'urbanisme et du paysage. Après, on n'a pas la main pour tenir un règlement. Et après, trop de règlements et trop de règles aussi limite le projet. Là où la règle, des fois, il y en a trop. Justement, la norme, il y en a trop. Justement, donc, c'est une question qui revient souvent, où s'arrête l'intervention de l'ABF sur les préconisations? Où s'arrêtent les préconisations? Jusqu'où l'ABF a le droit d'aller et où est-ce qu'il doit s'arrêter? Apparemment, c'est pas forcément clair pour les architectes jusqu'où ça peut aller. Je monopolise la parole, mais n'hésitez pas. L'idée, c'est qu'on parle tous les quatre. Moi, c'est un peu en dehors, mais je pense qu'il faudra quand même recentrer le débat sur... ça s'appelle Architectes et ABF œuvront ensemble. Sous-entendu... je ne sais pas si mes chiffres sont bons, mais il y a 70% des travaux qui se réalisent en France qui, du coup, ne nous concernent pas. Ah oui, bien sûr. Voilà. Non, mais donc, si vous voulez, quand on dit architectes et ABF œuvront ensemble à partir du moment où il y a des maîtres d'œuvre, enfin, des architectes maîtres d'œuvre. Et les gens qui ne comprennent pas que pour intervenir sur un espace protégé, même en dessous du seuil de 150 mètres carrés, dans un espace complexe, très spécifique, avec beaucoup de doigté et tout, ce serait utile de faire appel à un professionnel. Eh bien, cela, excusez-moi, mais c'est peut-être pas la peine de perdre trop de temps pour faire des rendez-vous. Donc, on peut dire que ce qui nous intéresse, c'est les rendez-vous, entre guillemets, confraternels entre des architectes qui partagent la même défense de l'intérêt public, certains du côté de l'administration et de la fonction publique, et d'autres du côté de l'économie du réel. Voilà. Et donc là-dessus, c'est clair qu'il faut, je suis désolé, mais là je le dis clairement, il faut un système de connexion, de relations fluide, rapide, efficace. Là, on n'a pas le choix, et ça, il faut que les ABF, et je crois qu'ils le trouvent, le système, et il faut aussi que les consoeurs et confrères, comme ça a été dit tout à l'heure, sachent faire autorité en eux-mêmes et jugement en eux-mêmes pour savoir si c'est nécessaire de passer par l'ABF ou pas. Voilà. D'accord. Mais on est bien d'accord que les 70% du reste, eh ben, on les laisse. Sur cette part de projet, évidemment. Il y a une proposition que je trouve peut-être intéressante, mais vous me direz si c'est pertinent. Comme il y a ce besoin d'échange, mais qu'il n'y a pas forcément du cas par cas à chaque fois. Enfin, on est dans tout ce sujet de quand est-ce qu'il faut échanger ensemble, comment faire peut-être gagner du temps aux ABF pour qu'ils puissent plus s'impliquer sur les projets qu'ils nécessitent. Un ou une architecte qui demande s'il serait possible d'organiser des conférences locales de partage avec les architectes locaux qui travaillent quand même en priorité sur ce territoire-là, pour qu'ils comprennent les attentes, les préconisations générales des architectes des bâtiments France. Alors forcément, vous en parliez, tu en parlais, Véronique, avec forcément des préconisations différentes quand on est dans un centre-ville ou village ancien, et puis quand on est en tissu rural étalé ou autre. Mais je veux dire... de donner des grandes lignes dans des conférences qui peuvent d'ailleurs peut-être être, s'il y a besoin, au conseil régional de l'ordre du coin. Et comme ça, les architectes ont déjà une base. Quand ils commencent leur esquisse, ils savent que l'architecte des bâtiments de France va attendre ceci ou cela en priorité.
Je pense que ce travail-là, effectivement, l'échange qu'on a aujourd'hui, il peut se décliner après dans les régions. Avec les conseillers il se fait dans des tas comme ça d'échanges avec les Croats. Ouais. Après, la préconisation, la règle, il faut voir aussi que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas assujetti à une réglementation, à une norme. On n'est pas là pour appliquer un PLU en vous disant c'est 3 mètres et pas plus. Là où on apporte une plus-value et un accompagnement au projet, c'est qu'on est en capacité de lire une architecture et de l'accompagner sans dire non, là, ce ne sera pas plus de 2,50 m. C'est un peu basique ce que je veux dire, mais c'est l'intelligence de la personne qui fait aussi que le projet va émerger. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à travailler collectivement une architecture dans les espaces sensibles. C'est-à-dire que, pour moi, il y a l'architecte, il y a l'ABF, mais un projet, ça ne se limite pas à un dialogue entre un architecte et un ABF. Il y a le maître d'ouvrage, il y a l'élu, il y a la collectivité qui est là. C'est-à-dire que tout sujet d'architecture, d'urbanisme, de paysage apporte à débat et ne concerne pas uniquement deux personnes dans la construction. Et là où on se rend compte qu'on fonctionne très bien et où on arrive à travailler collectivement, c'est vraiment dans cette notion de collectif où on inclut aussi, où on élargit le débat qui ne se limite pas forcément qu'à deux personnes. C'est ce que j'expliquais, ce que j'ai essayé de dire quand on était des acteurs au milieu d'un réseau d'acteurs. C'est pouvoir confronter les différents regards, les différents points de vue, et pas forcément juste un regard entre deux architectes, un ABF ou un architecte libéral, mais vraiment d'élargir le sujet, parce qu'on a nos propres regards d'architectes, mais aussi avoir le retour du maître d'ouvrage, ou des fois nous comprendre aussi quel est le rapport entre le maître d'ouvrage et l'architecte, c'est extrêmement important. Ça nous permet aussi de comprendre et d'analyser au mieux le projet. Donc voilà, la préconisation type, elle existe, mais elle peut être aussi stérile. Je veux dire, il ne faut pas se limiter à se dire à chaque fois, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Non, et notre travail, c'est pas ça, justement. C'est de pouvoir s'extraire d'une norme ou d'une règle trop figée, quoi. Mais j'imagine que vous êtes d'accord qu'il y a forcément un côté personnel, des avis différents selon les ABF, puisqu'on a chacun, en tant qu'architecte, et donc forcément en tant qu'architecte des bâtiments de France, une manière d'aborder les sujets, des sensibilités sur plus... Voilà, certains vont avoir une attention particulière sur les fenêtres, quand d'autres ça va être sur... Et donc, peut-être même à un moment de changement d'ABF sur un secteur, est-ce que c'est le bon moment pour justement aller communiquer sur, c'est-à-dire aller à la rencontre des architectes pour dire, voilà, moi, je vais être très vigilant sur ces secteurs-là, à ces questions-là, pour que les architectes soient déjà au courant en amont et que ça fasse gagner du temps à tout le monde, peut-être. Bien sûr, oui. Je sais pas. Mais c'est pas forcément une question. Hein, moi, j'ai toujours été étonné de la pudeur extrême avec lesquelles les consoeurs et confrères n'osaient pas, à un moment, enfin je vais raconter des anecdotes, mais n'osaient pas accueillir un nouvel ABF. Vous voyez, c'est un truc tout bête, un nouvel ABF qui... faut savoir, un architecte des bâtiments de France, c'est pas... il s'installe pas à Mont-de-Marsan, il ouvre son cabinet, et puis toute sa vie professionnelle, il l'a fait à Mont-de-Marsan. Il va commencer peut-être à Mont-de-Marsan, et puis 3 ans après, il va se retrouver à Quimper, et puis 5 ans après, il va se retrouver à Strasbourg. Vous voyez, alors, je dis un truc tout bête, mais il faut le dire... de se sentir accueilli par une communauté de consoeurs et confrères dans son département qui ont la simplicité de lui dire bienvenue et tout, même avant évidemment qu'il y ait des frictions, des problèmes, parce qu'il y en aura obligatoirement dans la vie, il y a des moments où on se chamaille un peu, c'est normal, mais au moins de se sentir accueilli, y compris pourquoi pas d'être invité pour expliquer un petit peu quelles sont ses grandes lignes directrices, sa grande philosophie sur l'architecture et tout. Et j'ai toujours été étonné que toutes les consoeurs et confrères à qui je disais ça me disaient « Ah mais non, tu crois que je peux ? Tu crois que je pourrais ?» Mais bien sûr, peut-être que la BF qui est arrivée, elle a vendu sa maison, elle a changé la classe de ses 2 enfants, elle essaie de retrouver un boulot pour je sais pas qui et tout, donc qu'elle soit accueillie, c'est un minimum. Vous voyez ? Donc dans le œuvrons ensemble, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre tout bêtement de quelque chose qu'on défend, je pense ici dans cette maison, c'est la confraternité. Tout simplement, de se sentir accueilli, y compris après dans des chamailleries qu'on aura obligatoirement, puisqu'on s'occupe de faire avancer l'architecture, c'est normal qu'on débatte. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord, sinon on aura un code de l'architecture et ce serait écrit, si on veut faire ça, il faut faire A plus B plus C, puis après ça on arrive à architecture. Mais non, mais c'est pas ça. Heureusement que c'est pas ça, sinon il n'y aurait pas d'architecte et il n'y aura pas d'architecte des bâtiments de France. On aurait un métier beaucoup moins fatigant, mais oui, on aurait des bureaux d'études normalisés.
Justement, en termes de chamaillerie, plusieurs questions sur. On est architecte, on a l'ABF d'un côté, et puis on a la thermique de l'autre côté, à la fois thermique d'hiver, thermique d'été, et on a l'impression, enfin c'est ce qu'ils font remonter, qu'il n'y a pas moyen de trouver la rencontre entre les deux, c'est-à-dire on nous dit verrière obligatoire, simple vitrage, mais surchauffe, ou même déperdition justement. Ou d'autres exemples comme ça qui sont remontés. Comment formuler ça ? Qui gagne dans ces cas-là ? Alors moi, est-ce qu'on doit respecter le confort ou est-ce qu'on doit respecter le... Je dirais pas il y en a un qui gagne, parce que c'est pas ça le jeu, c'est comment ça marche. Okay. À la fin, pour que ce soit confortable pour la personne qui va habiter l'architecture qui va être créée, qui va être faite ou qui va être réhabilitée. Parce que le sujet, il est à la fois sur les architectures de création, mais aussi sur les réhabilitations et l'évolution des différentes architectures. Et voilà, sur la question de la thermique, de l'environnement, du développement durable, on est soumis à la mise en place des politiques publiques. On n'est pas là pour figer un patrimoine ou figer une architecture. On est là pour la rendre vivante et la rendre vivable, surtout. Quand on parle de patrimoine, si nous, le patrimoine, il n'est pas habité, on sait qu'il perd s'il n'y a pas un usage. Donc, en fait, c'est toujours de jongler entre des compromis, entre cette fameuse norme et jusqu'où on peut aller et jusqu'où on peut réfléchir collectivement pour intelligemment transformer une architecture, qu'elle soit plus ou moins récente, en fonction de la spécificité de ces architectures-là. Ouais, en fait, c'est vraiment l'idée d'équilibre, en fait, de trouver un équilibre entre un intérêt patrimonial, voire architectural. C'est-à-dire que l'approche d'un patrimoine, à travers le patrimoine, c'est un regard architectural. C'est-à-dire essayer de voir un peu la valeur, l'intérêt d'architecture qu'il y a dans un bâtiment qui existe. Donc, la question de la rénovation énergétique, la vraie question, c'est de savoir comment je peux rénover cette architecture de manière à lui porter le moins de tort possible, voire quelquefois à la valoriser. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et puis c'est aussi l'idée, je pense, qui est partagée par l'ensemble des architectes, de défendre une approche par diagnostic, par rénovation globale, plutôt que par geste ponctuel et normé. Donc là aussi, on est vraiment dans la logique, l'approche, le regard architectural sur cette question-là. D'accord. Merci beaucoup. J'attrape une autre question qui me fait sourire, qui me fait revenir sur le sujet de quand est-ce qu'il serait bon de demander une consultation préalable. Parce qu'évidemment, si on comprend tous mieux quand est-ce que c'est nécessaire ou pas, on va moins solliciter, il y aura moins de demandes, on obtiendra les rendez-vous. Il y a quelqu'un qui nous dit pourquoi pas créer un chat ABF à l'instar de ChatGPT pour les consultations préalables. Alors évidemment, moi je le prends comme une blague, mais n'empêche que sans aller jusque-là, peut-être qu'une méthode d'estimation du fait qu'il y a besoin d'une consultation préalable ou pas, ou alors 2-3 grandes lignes directrices pourrait nous permettre de mieux cadrer, de mieux comprendre quand est-ce que c'est nécessaire ou pas. Alors, je pense que la consultation préalable, si elle peut être perçue par certains confrères ou consoeurs comme étant quelque chose qui prend encore plus de temps, in fine, ça prend encore moins de temps. C'est-à-dire que nous, ça nous permet de nous approprier les projets en amont. Ça peut être juste une esquisse, des intentions avec des interrogations de confrères. Après, il nous faut un peu d'éléments quand même pour pouvoir répondre. Ça va dépendre vraiment du contexte dans lequel on se situe. Si vous êtes dans des espaces protégés plus, comme des sites classés au titre du paysage, où là, il y a toute une procédure vraiment très spécifique, ou si vous êtes dans un site patrimonial remarquable, là, on va avoir une vigilance plus. C'est un peu difficile de répondre quand, mais j'aurais tendance à dire que la consultation préalable, c'est le meilleur moyen qu'on a pour appréhender en premier lieu les projets, de voir leur complexité en fonction de ce vers quoi les architectes et leurs maîtres d'ouvrage veulent aller, de les comprendre. Il faut savoir que c'est un temps, il faut aussi expliquer aux maîtres d'ouvrage et aux élus que c'est un temps qui n'est pas perdu parce que ça se retrouve sur le temps d'instruction derrière. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où on a pris connaissance complète du projet et qu'on l'accompagne depuis le début, au moment de l'instruction, ça va quand même 4 fois plus vite parce qu'on a déjà eu des échanges, parce qu'on s'est déjà rencontrés ou parce qu'on a juste échangé par mail, parce que des fois ça peut aussi n'être que ça, même si c'est bien évidemment pas satisfaisant. Ma réponse de dire on commence par des mails, c'est pas satisfaisant, mais
il y a un moment où de toute façon, on n'est pas en mesure de remplir nos agendas sont déjà remplis par pas mal de choses. Oui, juste pour compléter sur cette suggestion d'un chat ABF, alors évidemment, ça n'arrivera jamais, mais il y a malgré tout, dans le cadre de la mise en place de la dématérialisation, des outils qui sont développés en complément de la dématérialisation des dossiers. Alors vous allez rigoler parce que c'est un outil qui s'appelle Dédale, mais qui en fait est là malgré tout pour créer une forme de sollicitation assez souple, et en tout cas qui permet de canaliser la sollicitation en dehors du flux des mails qui commence à devenir ingérable pour tout le monde, et que c'est une sollicitation qui va s'adresser au service et dans lequel ce filtre va se faire et pour apporter une réponse rapide de la part du service ou voir si ça nécessite un rendez-vous. Enfin voilà, donc il va y avoir une graduation de la réponse qui va être adaptée à la complexité de la question. Il y a déjà plusieurs réponses aux différentes questions, de savoir où je me situe, quelles sont les démarches que je dois faire et comment je dois m'y prendre en fait. Moi, je voudrais revenir sur la question de la transition énergétique, écologique et compagnie. Là, peut-être avec un peu plus une incise à l'encontre des ABF, je pense que les défis qu'on a à relever, pour moi, mais c'est mon analyse personnelle, je suis prêt à en débattre, sont de nature à réformer ce que j'appelle le référentiel de jugement aujourd'hui de l'architecture, qui est en grande partie fondé sur l'émergence du patrimoine, comme ça a été rappelé au 19e, sur l'émergence aussi de la science de l'esthétique. Et pour moi, aujourd'hui, on aurait intérêt à prendre le risque de justement aborder l'architecture et le patrimoine architectural avec un référentiel de jugement différent, beaucoup plus risqué, pour produire des choses, des œuvres inédites dont on ne sait pas encore le résultat. Et là, je le dis, et je dis régulièrement à mes collègues ABF du Grand Est, évidemment, tous les recours qu'on a, c'est sur des panneaux solaires et de l'ITE extérieur. Voilà. Évidemment, c'est pas des recours portés par des architectes, bien sûr. C'est des recours faits par des gens qui ne font pas appel à des architectes, et pour cause. Mais en revanche, je trouve que le référentiel d'appréciation et de jugement, à mon avis, il est mûr pour subir une révolution. Je dis ça, c'est un peu dur, mais je pense qu'il faut passer par là. Il vaut mieux que ce soit nous, les architectes, qui y passions, plutôt que ce nous soit imposé par un arsenal de normes qui, chemin faisant, par petites touches et tout, arriverait à nous obliger à dénormer. Non, je pense que la théorie de l'architecture, elle s'est toujours adaptée aux enjeux de l'actualité. Aujourd'hui, on a un enjeu majeur qui potentiellement amène à révolutionner le référentiel de jugement qu'on a sur l'architecture et peut-être à produire quelque chose de nouveau, dont on ne sait pas ce que c'est. Mais cherchons nous-mêmes pour pas qu'on nous dise que c'est ça. Voilà, et c'est là que c'est risqué. C'est là que c'est risqué aussi pour un architecte des bâtiments de France, parce qu'il prend la responsabilité, justement, d'autoriser l'émergence de quelque chose de nouveau. Et il pourra en être tenu pour comptable. Voilà. Mais je pense qu'à partir du moment où il a fait le choix de la fonction publique et de l'intérêt public, il peut prendre ce risque, parce que c'est comme ça qu'il fait avancer l'architecture. Ouais, évidemment, ça fait plaisir d'entendre ça. Mais bon, je reviens avec mes questions terre à terre, pardonnez-moi, mais par exemple, une toute simple, les ABF peuvent-ils imposer des matériaux ? Est-ce qu'on peut imposer des matériaux ? C'est la bonne question. Oui, bien sûr, oui, si c'est justifié structurellement. Si, c'est ça. Je veux dire, on adapte aussi nos prescriptions en fonction de la qualité et structurelle du bâtiment. Et de la bonne hygiène et de la bonne tenue du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va difficilement prescrire un enduit au ciment sur une construction ancienne. C'est un petit peu caricatural, mais voilà. Donc oui, on va être amené à réfléchir à un matériau en raison de la spécificité architecturale et structurelle d'une construction existante. Quand on est dans une réhabilitation, quand on est dans une œuvre de création, on va peut-être orienter par rapport à des choix de texture, des choix de matériaux qui puissent être en adéquation et répondre avec l'environnement et les autres bâtiments qui sont à proximité. Voilà, ça va être ça le principal sujet sur ces questions-là.
Oui, j'imagine que c'est un matériau et pas forcément un produit d'une marque spécifique, puisque justement après... Ça, non, on est fonctionnaire de l'État, on ne fait pas de pub pour personne, on n'a aucun bac chiche de la part de personne. Hein. Et donc non, notre but du jeu, c'est de travailler à l'aspect architectural, pas à vendre des produits. C'est-à-dire, il y a toujours une nuance qui est un peu délicate entre, en effet, le matériau et l'aspect du matériau. Voilà. Il y a même des architectes qui ont joué avec ça, hein, en faisant des dessins dans lesquels, au moment du concours, ils disent que ça va être en pierre, et en fait, ou non, ils ne le disent pas, justement. Le public, voyant l'image, pense que ça va être en pierre, et en fait, c'est une... Voilà. Des deux côtés, on joue ça, et le jeu de l'image est un jeu d'architecte. Bon, alors je suis embêté parce que je vous ai pas non plus lu un certain nombre de questions qui n'en sont pas, qui sont chez nous, ça se passe plutôt bien, on fait une rencontre préalable, etc. Je voudrais finir là-dessus puisqu'il est l'heure. Il y a un certain nombre de messages qui disent que ça se passe assez bien avec les ABF dans leur secteur, que c'est pas toujours le cas avec d'autres professionnels qui gravitent autour de notre monde, mais que chez eux ça se passe bien et qui font, comme on est en train de dire, donc une rencontre ou un mail et puis ensuite une rencontre si nécessaire et puis du dialogue. Je ne veux pas tirer de généralité, mais pour avoir vu une centaine de messages avec des avis d'architectes, je crois pouvoir déduire que ça se passe mieux dans des tissus ruraux que dans les métropoles. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet avec le nombre de dossiers qui doit être évidemment beaucoup plus important dans les métropoles, et je me trompe peut-être puisque c'est une appréciation pour avoir lu une centaine de remarques seulement. Mais est-ce qu'il y a un effet de saturation dans ces très grandes villes où il y a beaucoup de dossiers, j'imagine ? Alors, moi, j'ai un territoire plutôt rural, du coup. Et c'est vrai que la question de l'échange avec les architectes, je pense, en fonction des différents territoires, n'est pas la même. Moi, je suis très contente quand je vois un archecte, en fait. D'accord. Parce que, mine de rien, il n'y en a pas tant que ça dans les territoires ruraux. Enfin, voilà, très, très simplement et très basiquement, ça va être ça. On parle des 30% avec lesquels on aurait du plaisir à travailler. Et voilà. Et du coup, dans les villes, la question n'est pas tout à fait la même parce que l'ABF est amené à rencontrer plus de public. Et puis parce surtout qu'il y a une ingénierie, il y a des services techniques qui font pas écran, mais qui sont bien en complément. Donc c'est vrai que la relation peut-être à l'architecte et au demandeur est moins directe que sur un territoire rural où il y a une facilité d'échange plus forte, quoi. Ouais, ok, merci beaucoup. Écoutez, comme on a un peu dépassé l'heure, on va devoir s'arrêter là. C'est évidemment frustrant puisqu'il y a énormément de questions, de remarques et qu'on pourrait parler de ces sujets pendant beaucoup plus longtemps, mais c'est le jeu chaque mois pour ces webinaires. On essaye de tenir les horaires, ce qui permet à nos invités de pouvoir se connecter plus souvent. Donc un grand merci à tous les trois. Je rappelle que évidemment il y a souvent sur ces sujets des réponses puisqu'on se pose après calmement pour regarder les questions qu'on n'a pas pu aborder. Donc il y a souvent des retours par écrit et vous serez peut-être sollicité pour nous répondre sur des points précis qui sont particulièrement importants et qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui. Je dis pour ceux qui n'étaient pas là au début que le webinaire sera en replay comme toujours. Alors il faut attendre un petit peu, une semaine ou autre, mais il arrive en replay sur le site de l'Ordre, architecte.org. Le prochain webinaire sera a priori le 12 juillet. Et je l'ai annoncé au début, ce sera sur un programme du PUCA qui concerne les rénovations innovantes des logements sociaux. On vous en reparle bientôt. Merci encore à toutes et à tous. Merci à nos trois invités et à Valérie qui est en duplex, je crois, qui doit nous entendre. Et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.